Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se penche sur une notion absolument centrale du programme de philosophie, la nature. La question qui va nous guider tout au long de cette analyse est simple en apparence. Qu'est-ce que la nature? Mais vous allez voir que derrière cette simplicité se cachent des enjeux philosophiques vraiment majeurs et on va les explorer ensemble. On va commencer par une idée, une intuition que l'on partage presque tous, cette espèce de nostalgie pour une nature originelle, un monde qui serait pur, intact. C'est une image qu'on retrouve partout dans notre culture, que ce soit dans les publicités pour des retraites détox ou dans les grands mythes modernes comme celui de Tarzan par exemple, qui incarne ce fantasme d'un retour aux sources. Et voilà, ça nous amène directement au cœur du problème philosophique. Quand on parle de la nature, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Alors, dans une première partie, on va examiner de plus près cet idéal, le rêve d'une existence authentiquement naturelle. Qu'est-ce que ça implique? Et surtout, est-ce que c'est vraiment possible? Pour y voir plus clair, il faut commencer par définir nos termes. Et pour ça, rien de tel qu'un retour aux sources, chez les penseurs de l'Antiquité comme Aristote. Pour lui, la nature, la physis en grec, se définit par opposition à l'artifice, la techné. En clair, la nature, c'est tout ce qui possède en soi son propre principe de changement, de mouvement. C'est ce qui pousse, ce qui grandit, ce qui meurt de soi-même, par opposition à tout ce qui est fabriqué par l'homme, c'est-à-dire la culture. Bon, si la nature est pensée comme ça, comme un ordre originel, spontané, est-ce qu'elle ne pourrait pas nous servir de modèle, de guide pour bien vivre? C'est une idée très puissante, une thèse qu'on va retrouver dans plusieurs grands courants philosophiques. Et les premiers à défendre cette idée avec force, ce sont les philosophes stoïciens. Pour eux, comme pour l'empereur romain Marc Aurèle, la sagesse suprême, c'est précisément de vivre en accord avec la nature. Ici, la nature n'est pas un chaos sauvage. Au contraire, c'est un cosmos parfaitement ordonné, un modèle de rationalité qui doit nous servir de boussole morale dans nos actions de tous les jours. Des siècles plus tard, au XVIIIe, Jean-Jacques Rousseau va pousser cette idée beaucoup plus loin. Pour lui, non seulement la nature est bonne, mais c'est la société qui vient corrompre la bonté originelle de l'homme. Attention, son fameux état de nature n'est pas un moment réel de l'histoire. C'est ce qu'on appelle une fiction théorique, une hypothèse de travail qui lui sert à critiquer la société de son temps, ses conventions artificielles, son hypocrisie et son inauthenticité. Mais cette vision d'une nature bonne, bienveillante, est-ce qu'elle tient vraiment la route? Dans une deuxième partie, on va maintenant examiner la thèse exactement inverse, celle qui voit la nature non pas comme un modèle, mais plutôt comme un contre-modèle pour l'humanité. On arrive ici à un point de tension majeur dans l'histoire de la philosophie. D'un côté, la nature comme source de toute vertu. De l'autre, la nature comme une force ennemie, brutale, qu'il faut absolument maîtriser pour pouvoir simplement survivre. Et pour incarner cette deuxième vision, on a le philosophe John Stuart Mill. Pour lui, c'est très clair. Tout le projet de la civilisation, c'est une lutte incessante pour corriger, pour amender l'ordre spontané de la nature. Il nous dit que toutes nos grandes vertus, la justice, la pitié, l'aide aux plus faibles, sont en fait des inventions culturelles qui vont contre la loi impitoyable de la nature, la loi du plus fort. Et il a cette phrase qui est terrible mais absolument géniale pour illustrer son propos. Quand on y pense, les tsunamis, les épidémies, la prédation, si des humains faisaient ça, ils seraient considérés comme les pires des criminels. La nature, elle, le fait sans état d'âme. Et puis il y a Nietzsche. Avec lui, la critique devient encore plus sanglante. Il se moque de l'idéal stoïcien. Comment peut-on vouloir vivre selon la nature? C'est absurde. La nature est l'indifférence même. Elle n'a ni but, ni morale, ni pitié. Pour Nietzsche, vivre la volonté de puissance qui nous anime, c'est précisément le contraire. C'est un effort constant pour s'arracher à cette indifférence, pour créer ses propres valeurs, pour imposer sa propre loi au monde. Bien, on a donc opposé deux visions, la nature comme modèle et la nature comme contre-modèle. Mais est-ce que toute cette opposition ne reposerait pas sur un présupposé fragile? Le présupposé qu'il existerait des lois de la nature objectives que l'on pourrait soit imiter, soit combattre. Dans cette troisième partie, on va remettre en question cette idée même. La question est simple, mais elle est vertigineuse. Ces fameuses lois que la science découvre, est-ce qu'elles sont vraiment inscrites dans le monde ou est-ce qu'on ne ferait pas que les y projeter? Ici, il faut faire appel à un philosophe redoutable, David Hume. Hume est un empiriste. Il nous dit que tout ce qu'on sait vient de l'expérience. On voit une pierre tomber 100 fois, 1000 fois, et on en conclut qu'il y a une loi de la gravité. Mais, nous dit Hume, cette conclusion n'a rien de logique. Rien ne nous prouve de manière absolument certaine que la 1001e fois, la pierre ne va pas monter vers le ciel. Notre certitude ne repose que sur une seule chose, l'habitude. Nos lois de la nature sont donc des croyances puissantes, mais ça reste des croyances.
Et là, attention, on arrive à un véritable tremblement de terre philosophique. C'est ce qu'on appelle la révolution copernicienne d'Emmanuel Kant. Kant va retourner complètement le problème. Et si l'ordre qu'on croit découvrir dans la nature était en fait un ordre que notre propre esprit y met? Sa thèse est radicale. Ce n'est pas notre esprit qui se règle sur la nature, c'est la nature qui se règle sur les structures de notre esprit. C'est notre entendement qui organise le chaos des sensations et qui prescrit ses lois à la nature. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Si la nature n'est ni un guide parfait, ni une ennemie à abattre, et si l'idée même de loi naturelle est en partie une construction de notre esprit, quelle relation doit-on construire avec elle? Surtout aujourd'hui, à l'heure d'une crise écologique sans précédent. Un philosophe plus récent, Michel Serres, nous propose une image très forte pour penser ce nouveau rapport au monde. Il constate que, pendant des siècles, l'humanité s'est comportée comme un parasite sur la planète Terre. On a pris, on a consommé, on a pollué, sans jamais rien donner en retour. L'urgence, nous dit-il, est de passer d'une relation de parasitisme à une relation de symbiose. La solution qu'il propose, c'est de signer un nouveau contrat. On connaît le contrat social de Rousseau qui organise les relations entre les humains. Eh bien, Serres nous appelle à fonder un contrat naturel. Un contrat qui ne verrait plus la nature comme un simple stock de ressources à exploiter, mais comme un véritable partenaire, un sujet de droit, avec qui il faut négocier une alliance juste et équilibrée. Donc, si on synthétise notre parcours, on voit bien le mouvement dialectique. On est parti d'une thèse, l'idéalisation de la nature comme modèle. On a ensuite examiné son antithèse, la confrontation avec une nature vue comme adversaire, pour finalement arriver à un dépassement, la prise de conscience que notre regard sur la nature est une construction, ce qui ouvre la voie à une possible réconciliation, un nouveau contrat. Et la question finale, bien sûr, reste ouverte et c'est à nous d'y répondre. Si on abandonne ces vieilles oppositions, si la nature n'est ni une déesse à vénérer, ni une esclave à dominer, alors il nous revient entièrement d'inventer, de construire la relation juste et intelligente que nous souhaitons entretenir avec elle. Voilà pour cette analyse. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle a éclairé les enjeux de cette notion complexe. Si ce travail vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains cours. Votre soutien est vraiment précieux pour permettre à ce projet de continuer. Merci et à bientôt.